Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour votre émission d'inspiration et de motivation Leitmotiv. Pour ce nouveau numéro, nous vous proposons de découvrir le parcours d'un jeune chef d'entreprise qui en 1998, alors qu'il n'avait que 20 ans, décide de se lancer de façon informelle dans le soutien scolaire et qui aujourd'hui est à la tête d'un grand groupe international en Côte d'Ivoire, au Mali, au Bénin, en France et même en Chine. Leitmotiv avec Dr Alain Kapo-Chichi, c'est tout de suite après la pub. Dr Alain Kapo-Chichi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très heureux d'être là, c'est un plaisir. Alors, vous faites partie de cette nouvelle génération de chefs d'entreprise qui très tôt ont cru en l'entrepreneuriat, non sans avoir connu des difficultés. À 20 ans, vous décidez de créer une structure de soutien scolaire pour les élèves défavorisés et 5 ans plus tard, ça marche tellement bien que vous êtes élu seul Africain parmi les 10 jeunes les plus remarquables du monde. Alors, pouvez-vous vous présenter à tous ces téléspectateurs qui vous regardent et qui ne vous connaissent pas? Merci. Je suis Alain Kapo-Chichi, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication. Il faut dire que mon histoire a commencé très jeune, même enfant j'allais dire, puisque à 5 ans déjà, mon père m'amenait dans les villes environnantes parce qu'il était commerçant transporteur et ma mère m'amenait au marché et que je la suivais. Vraiment pour ces activités de commercialisation des produits vivriers. Et c'est là que déjà j'étais initié un peu à vendre des petits produits, puisqu'elle me mettait un petit étalage pour ne pas la déranger. Et au bout de 5 ans, mes parents avaient perdu tout ce qu'ils avaient, puisqu'il y avait une crise économique et ces activités ne marchant plus. Mon père n'était plus en capacité de nous scolariser, de nous nourrir. Donc c'est comme ça que j'ai été... Vous étiez dans quelle classe? J'étais en classe de CM2, donc c'était très difficile à l'époque. Lui qui avait suffisamment de moyens, on allait à l'école même en voiture, etc. Donc on n'avait plus l'argent pour manger. Et c'est comme ça que j'ai dû être placé en ville chez un tuteur. Et j'ai dû reprendre les études après l'année blanche. Et là, beaucoup de difficultés encore. Je n'avais plus le petit déjeuner, comme on le dit, 50 francs pour manger. Ah oui, c'était pas facile. Et c'est comme ça que j'ai dû prendre des cours de soutien scolaire. Donc déjà dès la 6e? Voilà, dès le CM2. Dès le CM2, oui. Et donc j'ai eu un voisin qui avait des enfants, en tout cas encadrés pour un enfant au CI. Il me donnait 500 francs pour celui-là. Et puis un 500 francs pour tous les combien de temps? Pour un mois, en tout cas pour accompagner pour le soutien scolaire, et l'autre 1000 francs pour encadrer ces 2 enfants. Et donc je le faisais, mais comme ça se passait bien et que les enfants travaillaient à l'école, j'ai eu la sollicitation d'autres voisins qui étaient dans la même maison, puis c'était une cour commune. Et les enfants réussissaient, et c'est comme ça que j'ai commencé à être sollicité dans le quartier et je me suis retrouvé avec vraiment une vingtaine d'enfants. Mais comment vous avez fait l'espace? Voilà, donc comme il n'y avait plus de place, on a dû aller dans l'école de base à côté pour encadrer plus d'enfants. Et c'est comme ça que je ne pouvais plus moi-même encadrer ces enfants-là. Donc j'ai dû recruter des aînés et moi je m'occupais plutôt de la coordination. Et donc c'est comme ça que de plus en plus ça fait mouche, comme on le dit. Oui, et puis vous avez pris goût. Et donc d'autres écoles nous ont sollicités. Donc cette fois-ci, au lieu d'aller dans les maisons pour faire la promotion, on allait dans les salles de classe. Et donc au bout de 3 ans, j'avais près de 3000 élèves
Donc, à partir du CM2, vous êtes resté 3 ans à faire ça? Voilà. En fait, j'allais à l'école et parallèlement, en fait, j'avais des activités parce que ça se faisait les samedis et les mercredis soirs. D'accord. Et donc, je faisais les activités d'encadrement et je poursuivais mon cursus scolaire. Et donc, ça a évolué comme ça. Et j'avais observé aussi que beaucoup d'enfants qui travaillaient bien dans nos soutiens scolaires réussissaient aussi aux examens, mais l'année suivante, étaient obligés de reprendre le CM2 parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour aller dans les collèges privés qui étaient trop chers. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de monter une école dont le coût serait très accessible. Très bas, oui. Mais je n'avais pas d'argent pour et autant donc toutes les autorisations pour créer une école. Donc c'est comme ça que j'ai appris qu'un de mes anciens professeurs, lui, il avait initié une école et qui n'avait pas marché parce que le coût de la scolarité était trop cher. Il avait mis la scolarité à 150 000 francs CFA, ce que les parents ne pouvaient pas payer. Mais les parents étaient capables d'aller dans les écoles publiques, dont le coût était autour de 25 000 à 30 000 francs CFA. Donc moi, j'ai décidé d'ouvrir une école dont le coût serait accessible en fait aux plus pauvres. Et donc, je lui ai proposé de prendre la location-gérance de son école qu'il voulait fermer en payant 1 500 000 francs CFA par an. C'était une école de combien de classes? C'était une école d'environ 5 classes. Ah, quand même. 5 classes comme ça. Il avait la licence. Et donc, mais je n'avais pas d'argent pour payer. Et donc, j'ai dû prendre quelqu'un qui s'est porté garant. Tout à fait. Et 6 mois après avoir démarré... Ça n'a pas joué sur vos études? Vous arrivez à gérer les deux sans problème? En fait, mes études ont continué jusqu'en classe de terminale. Et contre toute attente, effectivement, j'ai décidé, contre l'avis de mes parents et tout, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, je lui ai proposé donc de lui payer 6 mois après avoir démarré 1 million et 500 000 francs 3 mois plus tard. Là, vous étiez en quelle classe quand vous prenez l'école? J'étais en classe de terminale. Quand vous prenez l'école? Quand je prenais l'école. J'étais en classe de terminale. D'accord. Il faut dire qu'en temps, donc, j'avais suffisamment eu d'expérience dans le domaine, étant entendu que j'encadrais les gens pour le soutien scolaire et que j'avais aussi un personnel qui était à disposition et que nous avions travaillé déjà à monter un modèle d'école, même si c'était une forme d'école volante. Alors, vous proposez donc de payer 1 500 000 de location à votre ancien professeur donc, qui voulait fermer son école. Mais combien vous aviez pour démarrer ce projet? Presque 0 francs. J'avais même ma copine qui m'avait prêté les 2 500 francs qui avaient servi à louer la table pour recevoir les parents. Et elle avait accepté d'être la secrétaire, la première secrétaire. Donc, je n'avais pas d'argent, mais j'avais une idée et j'avais également la conviction que, compte tenu de mon expérience et compte tenu de la demande, puisque j'avais évalué la demande, il y avait beaucoup d'enfants, près de 20 000 élèves à l'époque, en 1998, au Bénin, qui ne pouvaient pas aller au collège parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour aller au collège. L'État n'avait pas beaucoup de place non plus dans les collèges publics. Oui, donc déjà, à la base, vous étiez déjà sûr d'avoir un certain nombre d'élèves. Exactement. Et j'ai proposé aussi aux parents de faire à leur enfant l'informatique et l'entrepreneuriat. Donc, c'était vraiment un modèle qui avait séduit. Et donc, dès la première journée déjà, j'avais eu près d'1 million. La première ouverture, le premier jour, on a ouvert. Le premier jour. Et au bout de 6 mois, on avait recruté 1125 élèves. Ah ben donc, vous avez payé la location avec facilité. Voilà, j'ai payé la location. Ça a posé un problème plus tard parce que mon professeur qui était d'accord avec moi sur les 1 500 000 a demandé finalement 15 millions. Donc, ça a posé des problèmes. Ouais, parce qu'il a vu l'ampleur de la chose. Voilà, et il a demandé la fermeture de l'école. Mais donc, comment se sont passés les premiers mois, justement, aussi bien avec les élèves qu'avec votre famille? Les premiers mois se sont très bien passés puisque j'avais un peu d'expérience déjà, je suppose il y a 7-8 ans d'expérience dans la formation, dans l'encadrement. Les familles vous faisaient confiance. Voilà, et les gens nous faisaient confiance, mais au-delà de ça, on a proposé un nouveau modèle, l'informatique, l'entrepreneuriat. Et donc je suppose que c'était des enfants qui avaient, c'était une nouvelle chance qu'on leur donnait parce que sinon ils étaient obligés de rester à la maison pour l'année suivante, passer l'entrée en 6e. Mais dans votre famille, votre entourage, personne n'a essayé de vous dissuader, sachant que vous n'aviez pas de capacité financière? Oui, en fait, les gens n'étaient pas d'accord du tout. J'ai dû, puisque mon oncle n'était pas, puisque j'étais allé à Cotonou pour pouvoir aller à l'école. Et comme j'ai décidé de ne pas aller à l'école, mon oncle m'a mis à la porte. Donc je me suis retrouvé à dormir dehors pendant 3 jours.
Et c'est 3 mois plus tard que j'ai réalisé ce que je voulais faire. J'étais passionné de la formation. Et j'étais convaincu aussi que ça résolvait donc, un problème. Mes parents n'étaient pas allés à l'école. Donc mon père était commerçant transporteur, il avait plusieurs camions, il exportait ses produits dans l'ensemble de la sous-région. Donc pour moi, l'école n'était pas une finalité. Quand la formation, le diplôme n'était pas une finalité. C'était pour nous permettre d'avoir des outils pour nous lancer socialement et pouvoir avancer justement. Voilà. Alors très rapidement, vous êtes débordé justement par les inscriptions, preuve qu'il y avait un besoin dans ce secteur. Comment s'est passée l'évolution de votre structure? Voilà, donc ça c'est... l'évolution s'est imposée d'elle-même. Ouais, ça s'est fait tout naturellement. Ça s'est fait tout naturellement, tout simplement parce que la première année, on avait 1125 élèves. La deuxième année, j'ai dû ouvrir une seconde école pour permettre de décongestionner la première. Donc, je me suis trouvé à 4000 élèves. Et au bout de 5 ans, j'avais 20 000 élèves. J'avais 70 établissements de moins au Bénin. Donc, j'ai dû du moins m'organiser pour avoir de nouveaux locaux, puisque les salles étaient avant en bambou. Donc, il a fallu aussi utiliser des ordinateurs pour le traitement automatique de l'information parce que quand vous avez 20 000 personnes à gérer au quotidien, il faut vous adapter, vous organiser. Et donc, c'est comme ça que progressivement, j'ai ouvert des salles informatiques, j'ai ouvert des cybercafés et ensuite, j'ai ouvert l'université. Et j'ai aussi décidé de donner à chaque étudiant un ordinateur. Donc, le modèle, compte tenu des demandes, compte tenu des problèmes que nous rencontrons, nous adaptons, mais avec une approche vraiment d'innovation, d'accompagnement et d'amélioration continue. Alors, parallèlement à votre activité justement qui se portait très bien, comme vous le disiez, vous décidez de reprendre vos études. Pourquoi avoir fait ce choix alors que d'autres auraient tout simplement profité des retombées de cette entreprise? Oui, effectivement, en 2005, parce qu'en 2005, j'étais déjà avec 70 établissements, près d'une soixantaine, en tout cas plus d'une soixantaine d'établissements. Soixantaine d'établissements. Dans toutes les villes de Cotonou et du Bénin, j'allais dire. J'avais été élu parmi les 10 jeunes les plus remarquables du monde. Donc j'étais allé à Vienne. Et c'est comme ça qu'un journaliste là-bas m'a posé la question de savoir si ce que j'ai fait, je les ai fait par hasard ou bien c'est par chance. Et j'ai dû vraiment me remettre en cause pour voir qu'est-ce qui a été le fondement. Donc j'ai repris les études pour d'abord ces différents questionnements. Comment j'ai commencé, comment j'ai pu faire, qu'est-ce qui a fait que ça a marché. Et ensuite, j'ai aussi eu des outils, des nouveaux outils pour mieux m'organiser et faire progresser le groupe. Mais donc, sachant qu'au départ, justement, vous n'aviez pas de diplôme, est-ce que vis-à-vis de vos élèves, ça ne vous a pas... est-ce que vous vous sentiez crédible justement vis-à-vis de vos élèves et de vos pairs du système éducatif? En fait, au niveau de secondaire, on n'a pas, au niveau du supérieur d'ailleurs, pour créer une école, vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme. Vous pouvez être mécanicien, même un grand homme d'affaires, même un paysan, et ouvrir une école en tant que fondateur. Mais vous ne dirigez pas l'école. D'accord. Vous accompagnez et donc moi je prenais des personnes pour diriger, pour administrer. Dans le domaine. Mais je voyais que j'étais capable de faire mieux que ce que je prenais de moins pour la gestion, mais je n'avais pas droit à la parole et autres. Et donc cette frustration aussi certainement a contribué en fait à ma reprise des études. Donc, mais à quel moment justement après l'ouverture de ces écoles-là vous décidez de reprendre vos études? Combien d'années après? 5 ans, 6 ans plus tard. Après que j'ai été élu parmi les jeunes remarquables du monde. Alors, quelles sont les différentes formations justement que vous avez suivies et les diplômes que vous avez obtenus? Voilà, donc j'ai repris les études donc à l'Université Paris 8 en France, donc après une validation de mes acquis professionnels. Et j'ai fait un diplôme de formation supérieure spécialiste d'université. Donc vous êtes resté en France pendant combien de temps? En fait, je faisais les allers-retours. Ah ben oui, parce que sinon... je faisais les allers-retours. C'est vrai que les 2 premières années, j'étais quasiment sur place. Donc j'ai pris des personnes qui administraient donc, mes établissements. Ça s'est mal passé plus tard. Mais, qu'on appelle, donc j'ai fait le diplôme de formation supérieure spécialiste d'université en management de projets informatiques. Ensuite, j'ai fait un master en ingénierie de systèmes d'information conduite de projets informatiques. Et comme ça se passait bien, l'université m'a proposé, puisque j'avais eu la mention très bien, les félicitations du jury en master, de faire ma thèse de doctorat. Donc c'est comme ça que j'ai fait ma thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication, en co-tutelle avec l'Université de Montréal et l'Université Paris 8.
Et donc, je suis revenu après mon master, puisque pour la thèse de doctorat, on n'avait plus besoin d'être sur place. Donc, je faisais des allers-retours. Alors, bon, quand vous revenez, oui, à ce moment-là, c'est clair. Mais quand vous revenez, justement, quel constat vous faites, justement, de ces écoles que vous avez laissées derrière vous, ne serait-ce que 1 ou 2 ans pour aller passer, justement, votre diplôme? Voilà. J'étais d'abord passionné parce que les problèmes que je voyais, j'avais de nouveaux outils. Mais ma formation, étant entendu que c'était dans mon domaine, le domaine que j'aimais bien, l'informatique, me permettait d'avoir de nouveaux outils. Donc la communication s'est bien passée, même si l'équipe en place, à un moment donné, bon, ceux que j'avais laissés sur place avaient estimé qu'ils étaient aussi des associés. Et donc, ça a posé des problèmes après. Et donc, j'ai repris la gestion de l'école et j'ai travaillé pour son développement. Alors, pour revenir à vos débuts, rien ne disait que votre projet aurait pu connaître un tel succès. Qu'est-ce qui vous a fait croire justement en ce projet? D'abord parce qu'il y a un besoin. Ouais. Il y a un besoin de formation, notamment au secondaire. Et après, j'ai ouvert des universités. Et j'étais aussi un peu frustré par comment les formations étaient données, comment les jeunes étaient traités, et comment en tant que pauvre, on ne pouvait pas aller à l'école normalement. Donc il y avait un engagement de ma part, compte tenu donc, de mon cursus, de ce que j'avais eu comme difficulté personnellement. Et au bout de 7 ans, j'ai ouvert l'université avec une approche donc, de pouvoir permettre aux enfants d'avoir un ordinateur dès leur inscription. Et ça a bien fonctionné. Après, j'ai ouvert au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, et en France et puis en Chine. Donc c'est comme ça que ça a dû progresser, ça a dû évoluer progressivement. Alors, docteur Alain Kapo-Chichi, après vos débuts au Bénin, vous décidez d'entamer l'expansion de votre groupe dans la sous-région et ensuite en France et en Chine. Alors, comment s'est déroulée cette phase d'expansion? Avez-vous fait des études de marché? Pas du tout. On avait plutôt... je crois que l'expansion du groupe s'est faite avec les besoins et les personnes qui nous sollicitaient. Au niveau d'abord interne, au niveau du Bénin, c'est à chaque fois donc les maires, les chefs de village qui, parce que les gens avaient des problèmes donc de scolarisation, venaient nous solliciter et mettaient à disposition même des locaux parfois. Et c'est comme ça que j'ai été invité après à Bamako pour ouvrir l'école là-bas. Et ensuite... Mais à ce moment-là, vu que justement c'était la population même qui vous sollicitait, vous n'avez pas essayé de rentrer en contact avec l'État, le gouvernement pour essayer d'avoir des subventions? En fait, on a voulu, et je pense que ça a été très utile, notre expansion s'est faite sans l'apport en fait, de l'État. Oui, c'est tant mieux d'ailleurs. Voilà, je crois que ça a été très utile d'ailleurs parce que ça nous permettait de... C'était une politique d'évolution avec nos propres forces, comme on le dit. Et donc, c'est tout ce qui était, quand ils ont récolté, était réinvesti pour l'évolution et l'expansion du groupe. Donc, ça s'est fait après au Mali, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'était à l'invitation du professeur Salou Touré, qui était quand même un éminent professeur ici et qui m'avait suivi à la télévision un jour et qui a invité en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est au Burkina, et ensuite en France et puis en Chine. Et pourquoi en France et en Chine? Pourquoi vous n'êtes pas resté en Afrique? Parce qu'il y a déjà de quoi faire en Afrique. Oui, en France, c'était d'abord pour être sur le marché de la formation. Parce que tous les jeunes qui veulent se former, j'avais observé que beaucoup, d'abord, prenaient la route de l'aventure et ne revenaient pas pour servir le pays, pour servir les pays. Et donc, pourquoi ils ne revenaient pas? Parce que quand ils sont en France, on leur enseigne l'économie française, on leur enseigne le droit français et comme ils ont fait 5 ans en Europe, le retour est difficile. Donc nous, notre école en France permet aux jeunes qui sont formés, qui sont africains, qui veulent revenir en arrière, d'être au courant aussi de ce qui se passe ici. En Chine, parce que nous avons ouvert un temps donc, une usine de production d'ordinateurs portables, de tablettes, de téléphones. Et il faut être aussi sur le marché de la formation là-bas et en même temps sur le marché de l'électronique. C'est-à-dire que si vous prenez un Ivoirien qui veut acheter en gros des ordinateurs, il ne se rendra pas à Bassam pour acheter un ordinateur, il ira en Chine. Et donc nous, en étant sur la même place et disant, nous pouvons vous offrir le même prix sans que vous ne soyez forcément obligé de venir et de faire peut-être plusieurs milliers de kilomètres. Et donc ça nous a permis
d'avoir des clients qu'on n'aurait pas eu si on était resté en Côte d'Ivoire. Tout à fait, tout à fait. Alors aujourd'hui, malgré la réussite de votre groupe dans ces différents pays, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que PDG de ce groupe? Les difficultés, d'abord, pour moi, il faut les surmonter. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout l'habitude de planifier, ni de... Je prends les difficultés comme des obstacles qu'on peut surmonter. C'est-à-dire que pour moi, chaque défi, on doit réfléchir pour contourner la situation. Oui, donc, j'ai eu beaucoup, effectivement, ne doivent pas être un frein, en fait. Voilà, ça ne doit pas être un frein. C'est vrai que en Afrique, on souffre beaucoup sur le fait qu'on s'auto-satisfait très rapidement de ce qu'on fait. Alors que moi, ma devise, c'est d'être dans la remise en cause permanente. Je ne suis jamais satisfait de ce que je fais. D'aller toujours de l'avant. J'ai fait un doctorat, dès que j'ai fini, je suis maître assistant des universités. Vous voulez toujours et faire après, je vais être maître de conférence. Voilà, parce que je pense qu'il n'y a pas de choses qui soient établies, qui ne peut être remise en cause. Tout à fait. Et j'ai eu beaucoup de collaborateurs comme ça. Dès qu'on a évolué un peu, en fait, se disent, bon, est-ce qu'on n'aurait pas pu déjà se contenter de ce qu'on a pu faire? Donc, il y a un problème de pensée, il y a un problème d'autodétermination aussi à avoir. Et puis vous êtes jeune, donc c'est vrai que vous devez continuer perpétuellement à évoluer, à continuer. Il y a tellement de choses à voir et à apprendre. Voilà. Parce que comme on dit, on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Et c'est important. Alors, si vous deviez faire un bilan depuis la création de votre groupe à aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait vous rendre fier et quels seraient vos regrets? Fier de chaque jour, de chaque pas de plus que je fais. En ce sens que j'ai toujours été heureux de faire des choses la première fois. Là, par exemple, je suis très heureux que le modèle de l'école, parce qu'aujourd'hui, on forme les jeunes et pour la plupart du temps, ils finissent chômeurs. N'importe quel chef d'établissement aurait pu se dire, bon, nous, notre rôle s'arrête à la formation. Et je me suis dit, non, il faut que le chef d'établissement soit socialement responsable. Donc là, j'ai proposé au ministère de l'Enseignement supérieur de la Côte d'Ivoire et au CAMES, à beaucoup d'autres institutions avec lesquelles j'ai pu travailler en tant que consultant, de dire, il faut qu'on réinvente l'école africaine. Réinventer l'école, c'est de former le jeune pour qu'il soit employable et utile, moins pour son environnement. Donc on lance, par exemple, un projet qui employable va faire de chaque autonome. Après, de chaque étudiant un entrepreneur. Et ça, on remet en cause tout le système parce que l'étudiant 2 semaines à l'école et 2 semaines sur le terrain pour créer lui-même sa propre entreprise. Le modèle de l'école avant où on dit que le jeune doit d'abord faire 3 ans ou bien 5 ans de formation, faire un master pour après un jour créer une école, ou avoir plein de diplômes. Une entreprise ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que quand vous avez votre master, que vous avez un emploi peut-être qu'on vous propose déjà, vous avez peut-être une épouse, vous avez des enfants, vous n'avez plus la possibilité de prendre des risques autant que vous aurez plus facilement. Tout à fait, parce que là, vous avez besoin d'argent pour vivre. Et on vous avait initié et formé pour pouvoir observer les besoins dans votre environnement. Et donc, si vous prenez les plus grands aujourd'hui, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, la plupart des personnes aujourd'hui qui ont fait de grandes entreprises n'ont pas capitalisé sur leur diplôme, mais capitalisé sur leurs expériences, sur leurs compétences et leur passion, et ont évolué progressivement et peut-être ont fait leur formation, leur diplôme. Vous savez, quand vous créez votre entreprise, votre activité, vous avez plus du plaisir même à étudier parce que vous apprenez ce que vous aimez et vous apprenez pour améliorer votre entreprise. C'est vrai, tout à fait, effectivement. Et même c'est vrai que les entreprises à l'heure actuelle préfèrent employer des jeunes qui ont plus d'expérience et moins de diplômes que des personnes qui ont beaucoup de diplômes et pas d'expérience. Voilà, les gens qui sont en capacité de faire. Voilà, et ça c'est important. Exactement. Alors que dans notre modèle ici, on va te dire quel est ton diplôme. Et je dis souvent, la première des lorsque choses. vous avez votre entreprise, personne ne vous demandera votre diplôme. Par contre, si vous voulez, pour la même entreprise à laquelle vous allez offrir un service, par exemple en informatique, pour concevoir le système d'information en tant qu'entrepreneur, personne ne vous demandera votre diplôme. Mais par contre, si vous vous proposez d'être directeur du système d'information de la même entreprise, là, on vous demandera votre CV et vos diplômes. Exactement. Et donc, créer vos entreprises. Tout à fait. Malheureusement, Dr Alain Kapo-Chichi, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Nous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine à tous nos téléspectateurs pour la suite et fin de cette émission qui vous est consacrée. Merci. Que Dieu vous garde. La semaine prochaine, dans Leitmotiv. La remise en cause permanente, le fait de ne jamais se satisfaire de ce qu'on a fait, être dans une position d'amélioration continue, de s'améliorer continuellement. Chaque étudiant, quand il rentre à l'école désormais, il faut qu'il devienne un entrepreneur. Et là, ça a demandé à réinventer le système parce que c'est un nouveau type donc, de pédagogie, une pédagogie active. J'aurais beau vouloir ressembler à Nelson Mandela, je n'aurai jamais la chance de vivre
en Afrique du Sud, de faire la prison pendant 27 ans. Chaque histoire est C'est clair, oui. tout partie de ce que l'enfant a envie de faire. Parce que je peux gagner de l'argent, mais si je n'aime pas ce que je fais, je serai malheureux tout en ayant de l'argent. Tout à fait. Et donc, partir de la passion, c'est important. Un modèle de réussite et vous partagez votre expérience dans différents ouvrages, dont celui-ci. Attendez, je recommence parce que quand je vais dire dans celui-ci, je peux faire ça, au moins. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir, un grand plaisir pour moi de vous entretenir. Je vous donne rendez-vous pour votre prochain numéro de Leitmotiv. Et d'ici là, n'oubliez pas. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève